Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Laurent Close. Il est expert en vidéo smartphone. Vous allez tout comprendre, tout savoir grâce à son expertise métier. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît pour commencer? Alors je suis un ancien journaliste. Je suis tombé dans le journalisme quand j'étais tout petit. On m'a offert pour Noël, quand j'avais une petite dizaine d'années, un magnétophone à cassette. Les moins de 20 ans ne connaissent pas cette antiquité, mais un très vieil objet technologique qu'on m'a offert donc quand j'étais tout petit. Et du jour où j'ai eu cet objet, ma vie a véritablement changé. C'est-à-dire que j'ai cessé de jouer au foot avec mes camarades. Pendant qu'il tapait dans le ballon, ben moi je faisais un peu ce que tu fais Philippe aujourd'hui. Je commentais le match en direct dans le microphone de mon magnétophone à cassette. Je les interviewais juste à la fin du match et je m'amusais à faire écouter ça aux gens qui n'étaient pas venus. Donc mon histoire elle a commencé comme ça, utiliser des jouets techno pour raconter des histoires. Et de fait, elle ne m'a jamais quitté quand j'ai croisé un ordinateur à la fin des années 70, début des années 80. Donc c'était assez moche à l'époque, hein, les ordinateurs. C'était un écran noir avec du texte vert, C2 points, un anti-slash qui clignotait dessus. Je me suis dit qu'avec un truc comme ça, et même les imprimantes matricielles très moches à côté, on devait pouvoir bricoler avec du collage, des montages et des photocopies, faire en fait ce qu'on a appelé ensuite la PAO, la publication assistée par ordinateur. Moi, je m'y suis essayé très tôt avec les premiers ordinateurs. Et ça m'a tellement plu à nouveau de raconter en fait des histoires avec de l'information dedans, avec ces premiers outils technologiques, que j'ai plaqué mes études de droit, que je suis monté à la capitale comme pas mal de provinciaux et que j'ai tenté ma chance dans ce qu'on appelait à l'époque la publication assistée par ordinateur. Voilà, j'ai fait mes armes pendant 2 ans dans une petite boîte d'édition à faire un peu de tout, des catalogues, des journaux, des magazines avec un des premiers Mac à l'époque. Je me suis fait remarquer par la presse dans laquelle j'ai commencé à écrire quelques articles sur le sujet et puis de fil en aiguille, je me suis mis à écrire dans la presse sur la retouche d'image, sur le dessin vectoriel, sur la musique parce que je faisais un peu de musique aussi, donc la musique assistée par ordinateur, la vidéo parce que j'en faisais. J'ai passé ainsi 25 ans de ma vie dans la presse dite high-tech, la presse informatique, en encadrant même à la fin plusieurs journaux. Hein. J'ai été rédacteur en chef d'un certain nombre de magazines informatiques. J'ai lancé avec un de mes collègues un journal qui s'appelle 01net, un magazine qui existe toujours aujourd'hui. Mais ma plus longue expérience, c'est vraiment 8 ans à la tête d'un journal qui n'existe plus, qui s'appelait FDM Mac, qui ne parlait que de l'univers Apple. Et au titre de rédacteur en chef de ce journal, j'avais été invité en 2007 à la grand-messe de Monsieur Steve Jobs à San Francisco pour le lancement de l'iPhone. J'étais là-bas, j'étais un vrai geek à l'époque, et quand j'ai vu l'iPhone, j'ai compris que mon métier allait vraiment changer. C'est-à-dire qu'en 2007, je suis rentré de San Francisco et j'ai commencé à dire à mes camarades journalistes, votre métier, mes bons amis, est amené à changer du tout au tout avec un objet comme celui-là. Aujourd'hui, on est déjà en train de nous demander, à nous, journalistes de presse écrite, de commencer à écrire pour le web, parce que maintenant, tout se passe en ligne et tout commence à être numérique. Demain, on va nous demander, évidemment, avec un smartphone qu'on aura dans notre poche, de faire également des images, de faire de la vidéo et d'envoyer nos sujets. Donc, j'ai prêché cette bonne parole de ce qu'on appelle aujourd'hui la vidéo mobile en français, mais on en parle de façon plus générique sous son terme anglais. On parle de Mojo pour mobile journalisme. J'ai commencé après à prêcher cette bonne parole du Mojo un peu tôt, sans doute un peu trop tôt, au point de m'être un peu pris le bec avec mes dirigeants, les gens qui dirigeaient mon journal à l'époque et qui m'ont dit non, la vidéo, ça marchera jamais sur un smartphone, surtout qu'à l'époque, mon journal appartenait à un grand groupe français qui s'appelle Next Radio TV, BFM, RMC, et pour qui la vidéo, c'est d'abord une affaire d'outils professionnels. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais aller prêcher cette bonne parole tout seul. Donc j'ai quitté la presse à ce moment-là, en 2013. J'ai commencé par créer un blog qui s'appelait videoonline.info pour partager en fait toute cette passion naissante que j'avais sur les outils mobiles et ce qu'on pouvait faire en termes de vidéo, de création de contenu vidéo avec les smartphones qu'on avait dans la poche. Mhm. Je suis à peu près à la même époque, j'ai rejoint l'école des Gobelins, qui est un assez grand centre de formation, une grande école à Paris dans le domaine de l'image, où je me suis fait moi-même former à des choses que je faisais de façon un peu empirique, on va dire, à la réalisation de sujets. Je m'amusais à faire le reporter d'image sans aucune connaissance depuis quelques années avec du matériel et des smartphones. Là, je me suis vraiment fait former. Et puis, en fait, les Gobelins, ils m'ont un petit peu gardé avec eux.
Ils m'ont dit, bah, ça serait bien que maintenant tu partages un peu tes connaissances dans le domaine de la vidéo mobile, du smartphone justement, parce que ça nous intéresse. Donc j'ai créé avec l'école des Gobelins un MOOC qui s'appelait, parce qu'il est arrêté, mais qui s'appelait Réaliser des vidéos pro avec un smartphone, qui a été mis en ligne pendant 4 ans, 4 éditions, qui a rassemblé 40 000 personnes. Il était gratuit, ce MOOC, qui a permis à beaucoup de gens en fait de s'initier à ce qu'on pouvait faire avec un smartphone à la vidéo mobile. Et puis dans le même temps, moi j'ai créé ma boîte, mon entreprise, qui fait bien sûr à la fois de la production de contenu. Donc je réalise encore aujourd'hui du contenu de communication, souvent interne pour des entreprises, pour des grands groupes, pour des associations. Et puis je forme, c'est la deuxième activité dans l'association, je forme ces mêmes personnes ou d'autres à la réalisation, à la conception et à la réalisation de vidéos avec des smartphones. Donc voilà, mon temps est aujourd'hui partagé entre ces deux activités, la création de contenu avec des caméras et pas que des smartphones pour des grosses boîtes, et la formation à cette même création de contenu vidéo. Alors comment les chefs d'entreprise, les décideurs, les freelances, les gens qui veulent créer leur boîte ou qui ont déjà créé leur boîte perçoivent effectivement la vidéo via le smartphone? Alors ils l'aperçoivent bien, je veux dire que c'est devenu pour eux totalement indispensable, hein. C'est pas un scoop, on sait que depuis maintenant 5 ou 6 ans, le média préféré des internautes aujourd'hui sur le web, c'est la vidéo. Donc tout le monde a envie de s'y mettre, et puis tout le monde s'y met un peu, j'allais dire, de façon spontanée. On achète tous des smartphones, on a tous une caméra dedans, et on pense tous qu'on fait toutes de très très belles images. Donc ça c'est vrai, on a le postulat de départ et qu'on a tous dans la poche un outil qui permet de faire de la vidéo HD, maintenant on dit même Ultra HD, de la UHD, de la 4K avec des smartphones. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone ne suffit pas, on a besoin de quelques accessoires, et puis surtout, on a besoin d'une vraie grammaire de l'image, d'une vraie connaissance. La technique finalement importe moins que tout ce qui procède à l'écriture, à la narration audiovisuelle. Et ça, c'est très bête, c'est pas très compliqué, mais malheureusement, ça a besoin de s'acquérir, de s'apprendre. Ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment ce que moi j'ai appris en partie à Gobelin, et que j'ai appris vraiment en regardant et en consultant beaucoup de vidéos des autres. Donc les chefs d'entreprise, les freelances, les services communication, les services marketing dans les boîtes aujourd'hui, tout le monde a envie de produire du contenu avec des smartphones, pour une raison très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que de faire bosser des prestataires. Pendant des années, les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes, ont fait appel à des professionnels, ou souvent à des grosses agences qui leur demandaient un bras, voire plus, pour produire une pauvre petite vidéo de 3 minutes. Aujourd'hui, la mode, on va dire la tendance, est ce qu'on appelle les pastilles, donc les formats très très courts sur le web, des formats de 30 secondes à 1 minute, sur n'importe quel type de réseaux sociaux, hein, pas forcément les sites internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et bien ces formats, on peut aujourd'hui les faire assez simplement. Donc on va dire ce que j'explique moi, ce que je vends est de mieux en mieux perçu. C'était compliqué il y a quelques années. Maintenant, tout le monde comprend évidemment qu'il y a nécessité de savoir faire des vidéos, de connaître la grammaire et la technique liée au smartphone. Alors c'est vrai que les gens aiment effectivement faire des vidéos, mais alors ce qui est un peu compliqué, moi même pour ma part, c'est le montage. Le montage, c'est quelque chose effectivement qui donne du rythme, qui donne de la vie à la vidéo, mais c'est extrêmement compliqué, quoi. Alors c'est compliqué, il y a une phrase que j'aime bien expliquer et étaler en grand sur une slide dans les formations, qu'on attribue à un des pionniers du cinéma russe qui s'appelle Dziga Vertov, qui a inventé beaucoup de choses dans un film qui s'appelle L'homme à la caméra, qu'on peut trouver sur le web. Cette phrase, c'est « le montage est ce qui précède le tournage ». C'est-à-dire que quand on a compris que en fait le mieux c'est d'abord de réfléchir vraiment à ce qu'on peut faire avant, donc c'est ce qu'on appelle faire un storyboard quand on fait de la fiction. Quand on fait du journalisme, on n'a pas besoin de storyboard, on a des recettes, on sait qu'on a besoin d'un certain type de plan. Quand on a cette réflexion en amont, le montage devient une simplicité enfantine. Je vous assure qu'avec un petit peu d'exercice, monter un petit format, un 1 minute, 1 minute 20, comme on en voit beaucoup dans pas mal de petites chroniques à la télévision aujourd'hui, ça prend absolument pas de temps. C'est-à-dire que pour monter un 1 minute 20 avec ce qu'on appelle un plateau, donc un lancement, la personne qui parle face caméra au début et qui conclut à la fin, et puis son petit reportage au milieu,
le montage va prendre une demi-heure à tout casser parce qu'on aura vraiment filmé les choses dont on a besoin, pas filmer des choses en excès. On n'a pas besoin de faire 50 plans quand on a un sujet d'une minute à faire. On en a besoin d'une petite quinzaine, on va dire. Et puis on a toujours en tête ces recettes. Il nous faut un plan de situation, c'est-à-dire un plan large qui pose un peu le décor, un plan, des plans serrés sur les gens, des gros plans sur les mains, un plan par-dessus l'épaule pour montrer ce que font les gens. Il y a des recettes comme ça qui font que le montage, en fait, ça va très très vite. Et puis, ce qui est fantastique, c'est que les outils informatiques et les smartphones en particulier ont maintenant une vraiment pléthore d'outils de montage. Alors, c'est davantage vrai sur les iPhones que sur les Android. On monte plus facilement aujourd'hui les choses sur les iPhones de qualité que sur les Android. Sur les Android, on n'a que 2 ou 3 applications, alors qu'on a une petite dizaine sur iPhone. Mais on a des outils qui, franchement, n'ont plus rien à envier aux outils informatiques et qui se prennent en main extrêmement simplement. Je vois tous les jours mes enfants qui ont moins de 20 ans et qui montent très très vite des images et qui sont initiés absolument tout seuls. Donc le montage n'est vraiment pas un problème aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Le matin, tu te lèves à quelle heure? Jusqu'au soir, comment ta journée se décompose? Bon, moi, je suis un lève-tôt, donc j'ai plutôt tendance à me lever entre 5h30 et 6h30 du matin. Donc, ma journée, elle commence tout de suite par la partie veille, c'est-à-dire que dès le petit déjeuner, et même si c'est pas très plaisant pour mes proches, ma compagne et ma fille, je suis déjà sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, sur les groupes que je suis pour traquer un petit peu l'information et les sites d'infos que je consulte dans le domaine qui m'intéresse. Donc ça, c'est, on va dire, avant même d'entamer quoi que ce soit. Ensuite, je commence toujours mon activité entre 8 et 9 heures par ma partie administrative, donc tout ce qui est compta, devis, relance, etc. Et puis ensuite, mes journées, elles ne se ressemblent pas puisqu'elles elles varient selon que je fais de la formation. Donc là, je prends mon véhicule où je suis déjà dans un train ou dans un avion pour aller faire une formation quelque part, soit ailleurs en France, soit parfois même au bout du monde, parce que je forme beaucoup dans les dom-toms, enfin un peu moins depuis le confinement. Donc voilà, donc c'est soit le déplacement pour aller faire des formations, soit je suis déjà en train de commencer à former les gens en présentiel dans une salle, soit je suis déjà en train de les former en distanciel, parce que c'est vraiment devenu une mode maintenant, enfin une mode, en tout cas c'est bien pratique depuis un an. Je suis devant un ordinateur à dispenser un savoir à distance, soit il m'arrive encore d'avoir préparé un gros sac à dos pour partir faire un tournage. Donc j'en avais encore un la semaine dernière où à quelques centaines de mètres de chez moi, dans un jardin, je partais pour filmer un acteur en situation en train de manipuler un smartphone pour un constructeur de smartphone. Voilà, je vous raconte tout. Donc ça, c'est ma matinée. L'après-midi, c'est un peu la même chose. Je continue soit ma partie formation, soit la partie tournage. Et puis des quelques journées rares en ce moment, malheureusement, où j'ai du temps pour moi, où je n'ai pas une de ces deux activités, ni de formation ni de création, je fais de la veille et de la préparation. Donc de la préparation en organisant et en créant du nouveau contenu de formation. Le confinement m'a un peu incité, comme pas mal de formateurs, à créer du contenu de formation en e-learning, donc des petites vidéos courtes et des petits questionnaires, des petits quiz après pour permettre aux gens de s'initier à distance. Donc je crée ce contenu dans ces journées un peu libres, ou bien je prépare de nouvelles formations avec des jolis slides et des interactions et des animations. Voilà. Donc voilà comment se résument mes journées. Mais finalement, elles ne se ressemblent pas, puisque un jour ça peut être une formation, le lendemain ça peut être une partie tournage, et puis une troisième journée qui est à la préparation. Voilà, j'ai vraiment 3 modèles de journée type. Comment tu te projettes dans un an et comment tu vois Internet évoluer dans un an? Quelle va être, à ton avis, effectivement, la matière, l'utilisation, effectivement, qu'on va faire d'Internet? Alors, c'est vrai qu'on a eu le streaming, on a eu la vidéo. Qu'est-ce que Internet va nous révéler, effectivement, dans un an? Je crois qu'on n'a toujours pas fini avec le streaming. C'est-à-dire que depuis la partie confinement, depuis la mise en confinement il y a un an, ça fera bientôt un an, le 17 mars approche, le besoin, moi je le ressens, c'est fait ressentir moins dans la création de contenu vidéo travaillé que dans le live.
Aujourd'hui, tout le monde veut faire du live. Bien sûr, le distanciel a créé le besoin de la mise en connexion, en relation, en connexion de gens à distance. Donc, tout le monde s'est amusé avec le live. On a fait joujou avec des outils très simples, de visioconférence, des Zoom, des Teams, Skype ou autres. Moi, la demande des gens que je forme aujourd'hui, c'est nous, on veut faire des lives maintenant qui ressemblent à ceux que tu fais toi ou à ceux qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire on veut des lives dynamiques, des lives multicam. Donc, l'évolution, elle est vraiment dans ce sens-là depuis quelques mois et elle va continuer à évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va plus seulement avoir des gens maintenant qui vont se parler dans des petites fenêtres en Skype ou en Zoom, mais on va, quand on est l'interlocuteur principal, pouvoir animer sa présentation en affichant derrière soi ou en dessous de soi, comme le font déjà très bien pas mal de gamins sur des réseaux, des chaînes comme Twitch, et qui jouent aux jeux vidéo et qui se montrent à l'image par-dessus leur jeu vidéo. On va voir apparaître des outils de plus en plus simples. Aujourd'hui, ça reste quand même du bricolage pour des geeks un petit peu avancés, pour pouvoir incruster son image sur un fond, pour pouvoir animer, pour pouvoir projeter des choses en même temps qu'on parle, beaucoup plus simplement que le simple bouton partage d'écran aujourd'hui. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer dans ce domaine depuis quelques mois. Et puis l'autre domaine que je suis moi de près et que je vois arriver, c'est l'intelligence artificielle. Donc on en met partout, de l'intelligence artificielle. On en met de plus en plus dans les smartphones pour réaliser des vidéos de plus en plus bluffantes. Là, je testais un smartphone ces jours-ci qui maintenant fait vraiment ce qu'on appelle du mode portrait en vidéo, donc qui permet d'avoir un rendu avec ce flou en arrière-plan d'une personne, aussi bien en vidéo qu'en photo. On connaît ça sur les photos depuis quelques années. Maintenant, on l'a vraiment en vidéo et de façon extrêmement bluffante, c'est-à-dire qu'on quand on est en train de filmer quelqu'un qui se déplace dans l'image, qui avance, qui s'éloigne par exemple, le personnage reste net, le flou derrière lui reste flou, on a véritablement un bokeh en arrière-plan, grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, l'intelligence artificielle, on l'a dans les smartphones, on va l'avoir de plus en plus maintenant dans les outils de montage. Elle est apparue déjà depuis par exemple un peu plus d'1 an. On a maintenant des outils qui permettent de recadrer de façon intelligente vos images. Quand vous décidez, alors que vous les avez filmées en mode paysage, d'en faire un petit film au format carré ou au format vertical pour exporter sur tel ou tel réseau social. Bien sûr, quand on a filmé des plans fixes, ça va, mais quand on a filmé des plans en mouvement, il faut que le recadrage suive le mouvement. L'intelligence artificielle, elle est en train maintenant de reconnaître le mouvement, de le détecter et de suivre le personnage ou le véhicule qui se déplace. Donc, dans le domaine qui m'intéresse, voilà comment ça évolue. Là, sur Internet, on va voir des vidéos en direct de mieux en mieux foutues, où tout le monde va pouvoir réaliser du live un peu comme des pros, avec des effets qui étaient aujourd'hui réservés à des pros de l'image, à des chaînes de télé. Et puis, on va monter encore plus simplement, il y a encore plus d'intelligence. Donc, le rêve, bien sûr, ultime, c'est ce que vendent déjà un certain nombre de boîtes, et on en est encore un petit peu loin, c'est d'avoir demain des outils de montage qui seront tellement intelligents qu'on leur écrira un pitch en quelques lignes, on leur écrira qu'on veut raconter l'histoire d'un monsieur qui fait ça, on leur mettra 10 plans, et puis l'intelligence artificielle montera toute seule les images de façon intelligente, avec des bons cuts aux bons endroits pour que tout ça soit dynamique sans qu'on n'ait rien fait. On va y arriver, je pense, assez vite. D'accord. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens et justement cette émission Les Experts ? Écoute, je t'ai pas laissé beaucoup m'interviewer, Philippe, parce que moi, je suis un grand bavard. C'est-à-dire que quand on met 50 centimes en la fente, je suis parti. Donc, je te trouve assez sympathique et tu m'as laissé librement parler. J'ai plutôt l'habitude, justement, moi, de confrères qui détestent les monologues et qui vous coupent sans arrêt et vous relancent et essaient d'écourter, d'édulcorer vos discours. Donc, je suis ravi de la parole que tu m'as laissée. Voilà, pour tout te dire. D'accord. Et tu avais écouté un petit peu les experts ou pas ? J'en ai écouté quelques-uns, absolument. Tu m'avais gentiment envoyé une liste. J'en ai écouté quelques-uns. Et je t'ai trouvé parfois plus actif avec certains, extrêmement bienveillant. Donc c'est ce que j'apprécie dans ta façon d'interviewer. Mais voilà. Mais encore une fois, je te dis, moi, je suis un grand bavard. Donc tu aurais pu me couper. Hein, j'attendais presque ça. Tu m'as laissé faire. Tant mieux. J'en suis ravi. J'avais envie que justement on ressente ta qualité d'expert et puis effectivement cette expertise métier puis cette passion qui te gagne aussi, on sent d'une certaine manière qui t'habite de l'intérieur et ça c'est très important quoi. Absolument. C'est dans les interventions que je fais, que ce soit en conférence ou dans les formations, les gens à la fin qui ont
des retours à me faire me parlent sans arrêt de ma passion. Mais je leur dis, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse aujourd'hui former et essayer de partager un savoir sans passion. C'est vrai que j'ai été moi-même formé il y a quelques années par certains formateurs passionnés et d'autres qui n'étaient pas du tout. J'ai évidemment appris et retenu des choses des gens qui étaient passionnés et pas du tout des gens qui faisaient un travail. Donc je pense aujourd'hui que à l'ère du numérique où le partage des connaissances est devenu essentiel, si on n'est pas absolument passionné par ce qu'on fait, c'est pas la peine, on n'arrivera pas à ses fins, à savoir vraiment donner le maximum et faire entendre et faire comprendre et faire ingurgiter, digérer à des gens tout ce que soi-même on a réussi à emmagasiner. Tout à fait. Merci à toi en tout cas Laurent, ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr pour écouter les podcasts et les experts. C'est simple, c'est www.libre-antenne.fr. À demain avec un nouvel invité. Merci.